Remettons les pendules à l'heure. Il n'y a pas de débat entre paix et guerre. Mais il n'y a qu'une Si nous continuons à faire des concessions, à reculer et à céder, nous devrons finalement faire face à l'exigence finale, à l'ultimatum. Et alors, que fait-on? Le chaos est devenu mondial. Un projet complet d'un plan de paix américano-russe en 28 points a fuité et l'Ukraine le rejette déjà. C'est parce que ce n'est pas un plan de paix, c'est un plan pour encore plus de guerre. Ce n'est qu'un piège que la Russie tend à l'Ukraine. Le plan impose à l'Ukraine de céder à la Russie des territoires que celle-ci n'a pas pu conquérir. Il oblige également l'Ukraine à limiter son armée à 60 000 personnes et à inscrire dans sa constitution qu'elle ne rejoindra jamais l'OTAN. Pour garantir ces mesures, le plan interdit aussi aux missiles ukrainiens de frapper Moscou ou Saint-Pétersbourg. Comme si tout cela n'était pas déjà assez grave. Nous avons des rapports affirmant que les États-Unis menacent désormais de couper le renseignement et les armes pour forcer l'Ukraine à accepter cet accord. Cela signifie que l'Ukraine est à la croisée des chemins. Soit elle perd son pays, soit elle perd un allié. Autrement dit, les États-Unis. C'est précisément ce que le président Zelensky vient de dire au peuple ukrainien. Écoutez. La pression sur l'Ukraine est actuellement très forte. La pression sur l'Ukraine est actuellement l'une des plus sévères. C'est un choix très complexe. L'Ukraine fait face à un choix difficile. Perdre sa dignité ou risquer de perdre un partenaire clé. Soit les 28 points difficiles, soit un hiver extrêmement difficile, le plus difficile. Et ensuite, des risques. Nous étions très heureux quand le monde a dit les Ukrainiens sont incroyables. Mon Dieu, les Ukrainiens sont... Comme ils se battent, comme les Ukrainiens se battent, quels titans ils sont. Et c'est vrai, la vérité absolue. Mais l'Europe et le monde entier doivent comprendre une autre vérité. Les Ukrainiens sont avant tout des êtres humains. Pendant près de 4 ans d'invasion à grande échelle, nous avons tenu tête à l'une des plus grandes armées du monde. Nous avons tenu une ligne de front sur des milliers de kilomètres. Nous avons subi des bombardements nocturnes, des attaques de roquettes, des frappes balistiques, des attaques de Shahid et perdu nos proches chaque jour. Notre peuple souhaite vivement la fin de cette guerre. Nous sommes bien sûr faits d'acier, mais même le métal le plus solide peut se briser. N'oublie pas cela. Soutenez l'Ukraine, soutenez notre peuple et défendez la dignité et la liberté. Alors parcourons ce plan. Puis nous verrons comment tout le monde réagit. Comme vous pouvez le voir, c'est un grand plan. Alors commençons par passer en revue les points importants. Le deuxième point précise que les ambiguïtés des 30 dernières années seront considérées réglées. Le point suivant précisait que la Russie ne doit pas envahir ses voisins, et que l'OTAN ne doit pas s'étendre plus. Beaucoup de personnes russophones et anglophones ont signalé que ces deux expressions ne sont pas courantes en anglais. Toutes des ambiguïtés. Je suppose que je sais ce que ça veut dire, je connais le mot, mais je ne sais pas pourquoi il l'utilise dans cette phrase précise. Deuxièmement, on attend de la Russie qu'elle n'envahisse pas ses voisins. C'est aussi un mot et une expression russe, plus significatif en Russie. Beaucoup ont donc pensé que ce plan avait peut-être été donné aux États-Unis par les Russes. Nous essayons maintenant d'imposer cela à l'Ukraine. Je voulais juste partager cette théorie. Mais parlons du point important. C'est le point 3, où il est dit que l'OTAN ne s'étendra pas davantage. Presque tous les pays de l'OTAN s'y sont opposés. Cela ne signifie pas que l'OTAN ne s'étendra pas. Ils ont insisté que la Russie ne doit pas décider de l'adhésion d'autres pays à l'OTAN, qui ne s'étend jamais. Les pays déposent une demande, puis leur candidature est acceptée ou rejetée par l'OTAN. Donc, la décision concernant l'adhésion de nouveaux pays à l'OTAN devrait être prise entre les pays de l'OTAN et les nouveaux pays qui souhaitent rejoindre l'Alliance. Pas un pays comme la Russie qui envahit ses voisins, comme presque chaque année. Mais bref, continuons. Le point 6 précise que les forces armées ukrainiennes
L'armée ukrainienne compte 90 000 personnes, donc 60 000 n'est pas une grosse perte en termes de diminution de la taille de l'armée. Beaucoup d'experts s'accordent lorsque la paix viendra, et espérons que ce sera bientôt. L'Ukraine ne maintiendra pas une armée de 90 000 personnes. C'est tout simplement beaucoup trop cher, surtout pour une économie comme celle de l'Ukraine. Donc leur armée sera réduite, peut-être à environ 50 000 hommes. Ce qui semble un peu contre-productif, parce que pendant que l'Europe essaie de faire quelque chose, nous disons en gros « Et tout ce que vous faites n'est pas utile en ce moment ». Bref, poursuivons. Le point 10 concerne les garanties européennes, avec une compensation pour les États-Unis. Si l'Ukraine envahit la Russie, elle perdra la garantie, ce qui n'est jamais arrivé, sauf lors de la guerre après l'invasion de Poutine. Je suppose que c'est utile d'en avoir une. La suivante dit « Si la Russie envahit l'Ukraine, une réponse militaire coordonnée sera lancée, toutes les sanctions mondiales rétablies et la reconnaissance des nouveaux territoires, ainsi que les avantages de l'accord, révoqués. » Le dernier point précise, si l'Ukraine attaque Moscou ou Saint-Pétersbourg sans raison, la garantie de sécurité sera annulée. Beaucoup disent que ce point oblige l'Ukraine à renoncer aux missiles longue portée, mais ce n'est pas ce qui est écrit. Si vous le relisez simplement, vous pouvez voir que l'Ukraine peut avoir tous les missiles qu'elle veut. Pas des missiles nucléaires, mais ils peuvent avoir n'importe quel missile qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas les tirer sur Moscou et Saint-Pétersbourg sans conséquence. C'est ce que dit ce point. C'est-à-dire que s'il y a la guerre, je suppose que cela suffit comme raison pour viser Moscou ou Saint-Pétersbourg. Les Ukrainiens voudront sûrement des éclaircissements sur ce que signifie réellement une cause. Est-ce que cela veut dire que vous ne pouvez attaquer Moscou que si la Russie utilise Moscou pour lancer des missiles? Parce que là, ce serait un peu trop poussé. Mais cela ne dit pas que l'Ukraine ne peut pas avoir de missiles longue portée. Donc, c'est un bon point. Le point 11 indique que l'Ukraine peut adhérer à l'Union européenne. Et en plus de cela, elle recevra un accès préférentiel à court terme au marché européen pendant que cette question est examinée. C'est sans doute l'aspect le plus positif de ce plan. Le point 14 concerne les fonds gelés qui sont de l'argent russe, en gros, qui se trouvent dans les banques occidentales. Pour donner un peu plus de contexte ici, il s'agit d'environ 300 milliards de dollars d'argent russe. C'est l'argent du gouvernement, pas celui des oligarques ni des citoyens russes. Il s'agit des avoirs souverains du gouvernement gelés dans les banques occidentales, surtout en Europe. 200 à 250 milliards sont en Europe. Tout le reste se trouve, comme au Canada, aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud, si je me souviens bien, donc dans d'autres pays. Maintenant, à ce sujet, 100 milliards de dollars de cet argent seront investis dans les efforts menés par les États-Unis pour reconstruire et investir en Ukraine. Ensuite, les États-Unis recevront 50% des bénéfices de cette entreprise. Ce qui est un peu étrange, non? Pourquoi les États-Unis reçoivent-ils de l'argent qui n'est pas vraiment américain? Mais de toute façon, l'Europe ajoutera 100 milliards de dollars supplémentaires pour augmenter le montant des investissements disponibles pour la reconstruction de l'Ukraine. Donc l'Europe va donner 100 milliards de dollars. Ce n'est pas l'Europe, mais la Russie qui a envahi l'Ukraine. Donc, la Russie paie 100 milliards sur les 300 milliards qui sont bloqués en Occident, tandis que l'Europe doit payer 100 milliards provenant de ses propres contribuables. Nous n'avons pas consulté l'Europe, nous l'avons juste inclus dans le plan. Les fonds européens gelés seront débloqués, permettant à la Russie de les récupérer si elle le souhaite. Le reste de l'argent gelé, et je suppose que cela concerne l'argent qui est gelé à l'extérieur. L'Europe sera placée dans un compte d'investissement distinct entre les États-Unis et la Russie, pour financer des projets dans certains domaines. Ce fonds vise essentiellement à impliquer davantage la Russie sur le plan économique, dans d'autres pays, afin qu'elle ne déclenche plus de guerre. Bonne idée. Mais en 2014 et même en 2008, la Russie était déjà économiquement liée aux pays occidentaux. Poutine a quand même envahi. Si c'était vraiment juste une question d'argent pour Poutine, il ne parlerait pas de reconstruire l'Union soviétique, qui n'était pas vraiment l'endroit le plus riche du monde. Économiquement, c'était une grande puissance, mais la population n'était pas si aisée. Et en plus de tout ça,
Tout cela donne l'impression qu'on récompense la Russie pour avoir envahi un pays, parce qu'elle a en quelque sorte perdu les 300 milliards de dollars. Aujourd'hui, on dit, tu mets 100 de ça en Ukraine, et tu récupères le reste. Ceci paraît improductif. La Russie ne devrait plus jamais accéder à cet argent. Peu importe le type de paix que nous atteignons en Ukraine. Et je suis tout à fait pour que la Russie réintègre l'économie mondiale une fois que nous aurons une paix durable en Ukraine. Nous ne voulons pas punir la Russie davantage. Cela risquerait de la pousser à de nouvelles guerres. Ce n'est cependant pas une priorité actuellement. La priorité devrait être d'apporter la paix en Ukraine, puis de veiller à ce que la Russie ne recommence pas par la suite. Mais poursuivons avec d'autres points. Le point 16 dit que la Russie inscrira dans sa loi sa politique de non-agression envers l'Europe et l'Ukraine. Maintenant, les lois sont plutôt des suggestions en Russie, surtout pour Poutine. Parce qu'il est important de se rappeler que lorsque Poutine a pris le pouvoir, quand il est devenu président, il y avait une limite de 2 mandats pour les présidents russes. Il est toujours au pouvoir 26 ans plus tard. Donc, les lois ne sont vraiment pas quelque chose qui empêche Poutine de faire quoi que ce soit. Ce qu'il veut, poursuivons. Le point 19 dit que la centrale nucléaire de Zaporizhia sera mise en service sous la supervision internationale de l'Agence internationale de l'énergie atomique et que l'électricité produite par la centrale sera répartie également entre la Russie et l'Ukraine. Je trouve cela positif, car la centrale nucléaire, actuellement la plus grande d'Europe, est sous contrôle russe, mais elle se trouve juste sur la ligne de front. Donc la Russie ne peut pas vraiment l'utiliser, parce que l'Ukraine peut, vous savez, les empêcher de l'utiliser, tout simplement. Donc, elle sera gérée par une agence internationale. Concerne la Crimée, Louhansk-Donetsk sera reconnu comme de facto russe, y compris par les États-Unis. Je ne sais pas si l'Ukraine devra reconnaître cela, probablement pas, mais rien n'est certain pour l'instant. C'est absurde que d'autres pays doivent agir ainsi juste parce que la Russie a envahi et pris le contrôle. Une autre chose importante, la Russie ne contrôle pas complètement Louhansk et Donetsk. En dehors des 5 régions, ce qui est très peu. En regardant la carte, la Russie contrôle seulement 1 ou 2% du nord de l'Ukraine, donc ce n'est pas beaucoup. Depuis 14 ans, les forces ukrainiennes se retireront de là, et cette zone deviendra démilitarisée. Zone neutre, mais ce sera un territoire russe, selon la reconnaissance internationale. Les forces russes n'y entreront pas. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Donc cette partie s'appelle la ceinture de forteresse de l'Ukraine. Il possède de nombreuses lignes défensives difficiles à prendre pour la Russie. Et en plus de cela, il y a beaucoup d'usines là-bas que la Russie pourrait utiliser à l'avenir si elle décidait de prendre le contrôle de ce pays ou de cette région, pour essentiellement renforcer encore plus l'armée, soutenir encore plus l'armée. En plus des lignes défensives et de l'importance des usines, il existe aussi des barrières naturelles. Les lignes défensives naturelles de l'Ukraine permettent d'infliger de lourdes pertes à la Russie. Donc Poutine va probablement perdre encore 1 million de personnes rien qu'en essayant de prendre ce territoire. Et maintenant, ou les 2 prochaines années. Ensuite, une fois la Russie réarmée et l'économie stabilisée, Poutine aura retenu ses erreurs de la première fois. Les soldats russes reviendront. Et cette fois-ci, les soldats ukrainiens ne seront pas dans cette région pour défendre. Ils ne seront pas dans cette région pour essentiellement combattre les avancées russes. Ainsi, une fois la Russie maîtresse de cette terre, elle pourra plus facilement
Ce n'est donc pas un plan totalement horrible. Mais j'espère que le plan final sera bien plus éloigné de ce point de départ que ce que c'est actuellement. C'est ce que l'Ukraine a déclaré hier à l'Organisation des Nations Unies. Premièrement, alors que l'Ukraine est prête à s'engager, les lignes rouges sont claires et inébranlables. Il n'y aura jamais aucune reconnaissance, formelle ou autre, du territoire ukrainien temporairement occupé par la Fédération de Russie comme étant russe. Notre terre n'est pas à vendre. L'Ukraine n'acceptera aucune limite à son droit à l'autodéfense, ni à la taille et aux capacités de ses forces armées. Nous ne tolérerons aucune atteinte à notre souveraineté, y compris notre droit souverain de choisir les alliances que nous souhaitons rejoindre. Tout véritable processus de paix doit respecter un principe fondamental. Rien sur l'Ukraine sans l'Ukraine et rien sur l'Europe sans l'Europe. Nous avons aussi appris que les États-Unis menacent l'Ukraine de cesser le partage de renseignements si elle refuse ce plan. Il y a sûrement du vrai là-dedans. Je pense que les États-Unis font pression sur l'Ukraine, mais je préfère rester prudent. Comme croire entièrement à ce rapport. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui en sortent. L'envoyé russe Kirill Dmitriev. Il se contente de donner des citations anonymes à tout le monde et toutes ses agences. Les agences de presse, elles ne disent pas qui donne ces citations. Ils disent simplement des personnes proches du dossier. Et ce rapport dit la même chose, des personnes proches du dossier. Je suis certain que les États-Unis font pression sur l'Ukraine, car Zelensky l'a confirmé. Mais même dans ce cas, à moins d'obtenir une confirmation de quelqu'un qui est prêt à donner son nom, nous devrions rester prudents. Nous devrions donc juste supposer que ce Kirill Dmitri distribue partout des citations et fournit de fausses informations à rapporter. Toutes les entreprises médiatiques veulent rapporter l'information, car chacune tente de gagner la course à l'exclusivité et à la publication en premier. Mais de toute façon, je veux rapidement aborder la question de savoir quel est réellement le niveau de soutien fourni par les États-Unis, surtout cette année. Les États-Unis n'ont apporté aucune aide financière à l'Ukraine en 2025. Nous avons accordé une certaine aide en janvier, mais c'était en fait sous le président Biden, pas sous le président Trump. Mais cela ne signifie pas que le soutien des États-Unis est insignifiant, n'est-ce pas? Toutes ces frappes que nous voyons à l'intérieur de la Russie, qui se produisent sur les raffineries russes, les bases russes, et bien sûr les centrales électriques russes. Elles sont rendues possibles grâce aux renseignements américains. Les renseignements américains informent l'Ukraine sur l'emplacement des défenses aériennes russes, permettant ainsi aux missiles et drones ukrainiens de les éviter. Donc, si le soutien américain disparaît, cela va être un gros coup dur pour la capacité de l'Ukraine à faire pression sur la Russie. Quant à l'aide, le montant fourni directement par les États-Unis est presque nul. Ce sont principalement l'Union européenne, et bien sûr d'autres pays européens qui ont fourni de l'aide à l'Ukraine, et cela va probablement continuer. Même si ce plan n'apparaît pas très positif, les pays européens et les représentants de l'Union européenne ont déclaré publiquement soutenir tout ce que l'Ukraine est prête à accepter. C'était leur déclaration d'hier. Notre position reste inchangée. Pour qu'un plan de paix réussisse, il doit être soutenu par l'Ukraine et il doit être soutenu par l'Europe. Si la Russie voulait vraiment la paix, elle aurait déjà accepté l'offre de cessez-le-feu inconditionnel en mars. La réalité brutale, c'est que 26 civils ukrainiens ont été tués lors des attaques russes hier. La Russie a à plusieurs reprises fait semblant de vouloir des pourparlers de paix, et les discussions précédentes ont échoué parce que la Russie n'a jamais pris d'engagement réel. La pression doit être exercée sur l'agresseur, pas sur la victime. Récompenser l'agression ne fera qu'en encourager davantage. L'Union européenne a un plan en 2 volets, affaiblir la Russie et soutenir l'Ukraine. Alors que je terminais, nous avons enfin une déclaration du président Trump, qui semble soutenir ce plan. Je ne sais pas ce que cela signifie en termes de pression que les États-Unis exercent sur l'Ukraine, mais ce n'est certainement pas un bon signe. Et cela signifie aussi que ce n'est pas seulement un plan de Witkov-Dmitriev. Je le disais hier car nous manquions d'informations. Mais cela semble être un plan soutenu par beaucoup de personnes dans l'administration, y compris le président lui-même, et ce n'est pas bon signe. Donc, espérons que cela change à l'avenir. C'est le commentaire que le président Trump vient de faire, genre vendredi après-midi. On dirait que l'Ukraine doit réduire son personnel à 60 000. On dirait qu'ils doivent céder une partie des terres qu'ils n'ont pas perdues pendant la guerre. Ils ne peuvent pas rejoindre l'OTAN. Ils perdront rapidement.
tout le Donbass. Ils perdent du territoire, ils perdent du territoire. Donc, Juste. Nous sommes là pour une seule chose. Nous voulons tuer, c'est ça. Tu sais, ils ont perdu 25 000 personnes le mois dernier entre les deux pays. C'est hors de contrôle, un bain de sang. Souviens-toi de ce mot. Tu te rappelles quand ils ont tenté de le rendre intéressant? mais tu sais que si on ne s'arrête pas en Ukraine, il va avoir des problèmes. Il va y en avoir d'autres. Les pays baltes vont avoir des ennuis. Le meilleur équipement du monde. Nous avons fourni à l'Ukraine le meilleur équipement militaire au monde, en grande quantité. Personne n'en fabrique de meilleur. Mais il fallait que quelqu'un utilise cet équipement. Et dites ce que vous voulez, ils ont été très courageux. Vous êtes d'accord? Ce sont de grands combattants. Ce sont de grands combattants. Au cours des dernières semaines, quelques-unes de nos vidéos ont été démonétisées et restreintes. Probablement parce que YouTube n'aime pas certains des extraits que nous avons montrés depuis les lignes de front ukrainiennes. YouTube juge les extraits de guerre inadaptés aux annonceurs et restreint donc la vidéo. C'est pourquoi nous avons créé notre propre plateforme, Basics Insider. Nous l'avons construite à partir de zéro, donc nous n'avons aucune restriction. Ainsi, nous pouvons vous proposer une couverture sans censure de l'actualité en Ukraine et dans le monde. Si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez soutenir le journalisme indépendant, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.